Europe-Afrique, nouvelle connexion, nouveau partenariat. La révolution des données remettant en cause de nombreux acquis en matière de santé, d'éducation, de vie démocratique ou culturelle suscite pour l'Institut Aspen une démarche permettant à l'Europe de repenser ses systèmes traditionnels et à l'Afrique d'inventer des usages nouveaux adaptés à ses besoins. On a d'abord, pour en venir à la mise en œuvre, je crois identifié 3 points clés. Le premier, c'est quand on parle de puissance de l'Afrique, il faut arrêter de parler uniquement au futur. La puissance de l'Afrique est maintenant. Alors il y a des éléments du futur qu'on doit garder à l'esprit. Par exemple, en 2035, c'est en Afrique qu'il y aura la population active la plus importante au monde. Donc il faut du travail, il faut de la croissance. La deuxième chose extrêmement importante, c'est l'opportunité. Il y a en Afrique des besoins d'investissement et d'infrastructures. Donc pour les Européens, et n'oublions pas que c'est le dialogue Europe-Afrique, il y a des opportunités fantastiques. C'est en Afrique que les retours sur investissement sont aujourd'hui les plus forts dans le monde et les besoins ne sont pas satisfaits. Et la troisième chose, c'est que l'Afrique, c'est une inspiration, puisque on voit dans une étude que le cabinet McKinsey a réalisé pour nous que 84% des Africains pensent que dans 2 ans, leur situation sera meilleure. J'aimerais que ça soit pareil en Europe. Mon souhait, c'est qu'on continue en ce sens, qu'on crée une vraie communauté de talents, d'engagement et d'échange, et que ça nourrisse l'amitié stratégique entre l'Europe et l'Afrique. Cette année 2014, du 3 au 4 décembre à Paris, ce forum qui part du constat de la transformation profonde des relations entre les 2 continents par la révolution numérique dessine un nouveau partenariat afin de comprendre ces changements, saisir les nouveaux enjeux et envisager les actions à prendre en conséquence. Il est important que l'État joue un rôle majeur. Donc, pour nous, les réflexions par rapport au rôle de l'État et au rôle du privé aussi, parce que nous nous sommes dit, et c'est ça qui est intéressant, que le tout n'est pas de dire d'avoir le numérique, encore faudrait-il avoir la qualité du débit, parce qu'on a vu que lorsqu'on a le système de vidéoconférence et qu'il n'y a pas de débit, vous n'aviez pas d'image. Deuxièmement, il faut avoir des ordinateurs dans les écoles. Mais l'autre élément important dans nos écoles, le flux. Tout le monde sait qu'il y a trop d'étudiants aujourd'hui par rapport à la capacité d'accueil de nos universités. C'est un problème réel. Et donc il est important que nos États repensent la stratégie. Et pour repenser la stratégie, nous avons dit aujourd'hui qu'il est bon que nous sachions quels sont nos besoins de demain, quels sont les emplois de demain, et former en fonction des emplois de demain pour ne pas former des chômeurs. Parvenir donc chacun au pair de son côté, nous de notre côté ce que nous faisons, nous avons lancé un programme autour de 1000 écoles primaires. 1000 écoles primaires dont on va accompagner les formateurs, je vous le dis, en redonnant une place importante aux mathématiques grâce aux nouvelles technologies, en donnant une place importante à la créativité, à l'art et puis une place à l'éthique, tant d'éléments dont notre continent a besoin. Ces dignes représentants africains sont aussi en parfaite symbiose avec une véritable réforme du système éducatif afin de créer de nouvelles générations mieux outillées pour affronter les enjeux du futur. Vous avez totalement raison, mais je pense que dans beaucoup de pays, les gens sont en train de travailler à revoir, réadapter le contenu des manuels scolaires aux réalités africaines. Alors pour moi, c'est plus qu'important parce que on doit former les gens qui doivent penser africain, bien sûr, tout en étant dans un monde global. Parce qu'un homme qui veut se propulser dans le futur en oubliant sa base, sa racine, c'est un homme perdu. Donc il faut repenser les manières en fonction de notre culture, de nos réalités. Mais c'est le mot. D'abord, il faut repenser cela en faisant tomber toutes les frontières, ne pas se limiter au monde francophone. Il se passe des choses intéressantes dans le monde anglophone, le monde lusophone. D'abord, pouvoir nous retrouver, donc faire tomber les frontières. La deuxième chose, c'est mettre l'accent sur la formation des formateurs. Les formateurs qui puissent à nouveau
aimer leur métier, retrouver la vocation, cette envie de partager. Et pour cela, à mon avis, les technologies numériques peuvent jouer un rôle, mais aussi l'art doit jouer un rôle, les sciences doivent revenir, et ainsi de suite. Autour de tout cela, je pense que l'on peut former le nouveau maître de l'école en Afrique. Le ministre d'éthique ivoirien confirme que la Côte d'Ivoire a des raisons d'y croire. Donc nous sommes en train, là aussi, de construire cela en Côte d'Ivoire, puisque nous avons introduit l'enseignement des TIC dès l'école. Nous sommes en train de créer des salles multimédia dans les établissements secondaires. Nous avons fait en sorte d'interconnecter nos universités. Nous avons ouvert une école supérieure qui va former l'élite. Nous sommes à la 3e promotion cette année, mais qui, dans quelques années, va sortir ce qui va être l'élite du secteur des TIC en Côte d'Ivoire. Donc ça va être des jeunes gens très bien formés. Ils sont recrutés parmi les meilleurs bacheliers scientifiques de Côte d'Ivoire. Ils reçoivent une formation pratique et théorique de très haut niveau. Donc cela va permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir des ressources qualifiées qui seront en mesure de tirer toute l'ambition que nous avons en matière d'IC. Ce vaste espace pour des partenariats fructueux a pour seule ambition de contribuer à l'émergence. Et c'est à juste titre que l'on a fait appel à l'économiste président en exercice afin de partager avec lui sa vision émergente pour son pays, la Côte d'Ivoire. Nous avons la chance, et c'est à la fois une chance et un grand honneur, que le président Ouattara ait accepté de conclure ces journées. Un chef d'État proéminent en Afrique avec beaucoup d'expérience et qui a aussi une carrière d'économiste. Il a beaucoup de choses à transmettre et vous savez que l'Institut Aspen, c'est un endroit où on forme les leaders d'aujourd'hui et de demain. Donc la transmission, c'est important. À nos assises d'Aspen Europe-Afrique qui ont été vraiment rehaussé par la présence du président son Excellence Alassane Dramane Ouattara, qui vraiment avec humilité, parce que ce qui nous a tous marqué hier, son humilité, sa disponibilité, qui cadre avec l'esprit Aspen qui est la solidarité et la fraternité. Comme attendu, Alassane Ouattara, au cours de cette conférence, s'est dit conscient des attentes de sa jeunesse avant de présenter et assumer sa politique d'austérité qui permet aujourd'hui à la Côte d'Ivoire de sortir du marasme économique dans lequel elle était engouffrée. Je trouve que surtout la jeunesse africaine a une plus grande place dans notre société, dans nos pays. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. C'est une jeunesse aussi qui demande des comptes. Qui veut être prise en compte, qui est toujours sur Internet. Moi, je vais sur les réseaux sociaux et je vois un peu tout ce que je ne fais pas bien. Alors, parce que c'est ce qui est bien, c'est souvent des critiques. Bon, les membres du gouvernement ne feront pas ça, donc j'en profite avec les réseaux sociaux. Vraiment de voir un peu où est-ce que nous allons, est-ce que c'est la bonne direction, c'est le bon rythme, est-ce que nous tenons compte de tout ce qui doit être pris en compte et ainsi de suite. Je pense qu'il faut bien choisir les cibles. Je ne vais pas rentrer dans les détails ou critiquer donc la gestion de mon pays auparavant, mais bon, comme dans beaucoup de pays africains, il y avait tout de même une nomenclature. Vous savez, qui avait quand même des privilèges, je dirais, exorbitants. Donc il fallait arriver à faire en sorte qu'il y ait une redistribution, du haut vers le bas. Il y a des exemples que je n'oserais pas donner ici parce que je suis sûr qu'il y a des journalistes, mais c'était excessif. C'est que donc la classe dirigeante avait comme privilège. Donc il s'agissait tout simplement, et c'est ce que j'ai fait au Fonds monétaire en réalité, quand il y avait ces politiques d'austérité en Guinée, et que j'étais le collaborateur de Jacques Delarosière, ensuite de Michel Cansu, j'ai demandé en allant dans ces pays à parler aux syndicats, à parler aux étudiants. Bon, je dois dire que dans certains pays, Fort Nassim est un ami, son papa, s'il n'avait pas beaucoup apprécié mon idée d'aller parler à l'opposition, d'aller parler aux syndicats, mais je l'ai fait.
Et je leur expliquais en quoi consistait l'austérité et la politique de rigueur. Il faut préserver et protéger les plus défavorisés, et il faut tailler par le haut ceux qui ont donc des privilèges exorbitants. Ils doivent tout simplement... il y avait des ministres, je m'excuse de le dire, ce n'est pas le cas aujourd'hui, j'espère, monsieur le ministre d'État, qui avaient 10 ou 15 voitures dans leur cours. Donc moi, en tant que Premier ministre, je m'étais en Côte d'Ivoire, j'avais décidé, même président du Conseil, j'avais une voiture pour moi-même, et j'avais une voiture pour mon épouse, et j'ai acheté une voiture pour mes enfants. Et je disais, aucun ministre ne peut avoir plus de 2 voitures. Vous savez, si vous savez 40 ministres ou 45 ministres, et que vous leur enlevez 10 voitures par personne, ça fait 500 voitures. Enfin, je peux donner des exemples comme ça, mais pas que donc, c'est dire que l'austérité, je trouve, dans nos pays africains, n'est pas si compliquée. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Quand je suis arrivé à la présidence, il y avait près de 3000 personnes. Aujourd'hui, nous avons 1017 personnes à la présidence. À la primature, quand j'étais Premier ministre, du Premier ministre au planton, nous étions 33, et ainsi de suite. Donc, il y avait des recrutements de cousins, de personnes de son village, etc. Donc, il y a du gaspillage. Donc, l'austérité, les pays africains sont des pays en réalité qui sont riches. Ils prennent la fiscalité, la douane. Étant président, Premier ministre déjà, j'ai dit à tout le monde, vous payez tous vos impôts. Et même quand l'avion présidentiel venait, je faisais fouiller pour savoir qu'est-ce que ça venait, et ceux qui profitaient de l'avion présidentiel devaient payer les droits de douane. Et je peux le dire, d'ailleurs, le président Houphouët l'a dit publiquement, le président Houphouët lui-même avait des arriérés d'impôts. Si vous allez le voir, le président, vous voyez, vous avez des arriérés d'impôts. Et ça, si vous payez, tout le monde l'a payé. Et il a accepté. Je crois qu'il devait 500 millions de francs CFA. Il y avait les pénalités. C'est Daniel Duncan, mon Premier ministre, qui était avec nous hier, était mon ministre des Finances. Alors, le président a dit, mais quand même, il faut m'enlever les pénalités. On a négocié, on a enlevé les surpénalités, mais il y a eu quand même des pénalités. Donc, il a payé et nous l'avons dit à la télé. Et du coup, bon, ben, écoutez, tous les barons du régime ont commencé à payer leurs impôts, et ainsi de suite. Donc, c'est pas aussi difficile de rééquilibrer les choses si on est rigoureux soi-même. Je vous donnerai un autre exemple à la date d'aujourd'hui. Je viens de décider en Côte d'Ivoire, je l'ai dit en conseil des ministres, j'ai dit je ne veux plus de sirènes, moi je n'utilise pas de sirènes, je ne veux plus qu'on bloque la circulation quand je traverse la ville. Et on ne peut bloquer la circulation que quand il y a un chef d'État étranger en visite. Je suis dans la circulation comme tout le monde. Alors, il faut donner l'exemple. Alors, donc l'exemple vient d'en haut. Et si le président lui-même, le Premier ministre lui-même, j'ai un Premier ministre, un ministre qui donne l'exemple, et donc il n'y a pas de souci. Donc l'austérité doit être expliquée aux populations. Mais il y a des choses qu'on ne doit pas accepter. Et je le disais aux gens quand j'allais les voir pour les négociations au Fonds monétaire, si on me demande de réduire de manière drastique les subventions au riz ou à l'huile au Sénégal, je disais à la direction générale, je ne le ferai pas, parce que c'est pénaliser la majorité des Sénégalais, à côté du Tchaboudjan, n'est-ce pas? Alors, et il y a des choses comme ça, où par exemple le prix au Maroc, j'ai refusé par exemple souvent, quand je voyais à Salle 2, de réduire de façon drastique la subvention sur le pain, sur le blé, parce que ça allait créer des problèmes au régime. Donc on peut choisir la meilleure manière d'appliquer l'austérité et la rigueur. Et si nous avons de bonnes performances économiques aujourd'hui et que nous n'avons pas de problème avec le Fonds monétaire, c'est parce que nous faisons cela. Nous avons quand même en 2013, nous avons eu un déficit sur le PIB de 2%, un taux d'inflation donc de moins de 2%, quoi d'autre, dette PIB de 40%, et ainsi de suite. Mais tout simplement, quand nous avons pris les affaires en marche, on était à 6% du PIB, le déficit, vous voyez. Alors, justement, on peut rentrer un peu dans les détails. Comment vous avez obtenu ces résultats économiques? C'est des ratios qui sont rêvés en France.
Oui, mais c'est ce que je disais, il faut prendre les choses par les deux bouts, les recettes et les dépenses, et assainir les circuits. Nous avons tout de même, bien grâce à Charles Dubuc qui est là, qui est ministre des Finances, nous avons repris les choses en main au niveau des impôts, de la douane. Nous avons repris en main tout ce qui est circuit des dépenses, le circuit, le montant des dépenses, les dépenses publiques, et donner la priorité aux investissements. Quand nous étions dans l'opposition, il y avait combien? 5 ou 6 caisses pour le cacao et le café. Aujourd'hui, nous en avons une seule caisse. Et les paysans touchaient à peine 40% du prix mondial. Mais maintenant, nous avons décidé que les paysans ne recevront pas moins de 60% des prix sur le marché extérieur. Peut-être qu'on a eu beaucoup de chance, mais à la date d'aujourd'hui, notre caisse a plus de 150 milliards de francs CFA de réserve. Alors que quand nous l'avons pris, c'était des dettes partout. 200, 300 milliards de dettes que nous avons dû éponger. Et ainsi de suite. Le secteur de l'électricité, c'était la même chose. Il y avait des déficits. Le déficit de la Côte d'Ivoire, il y avait quasiment 3 points de PIB de déficit dû au secteur électrique. Et nous avons pris des mesures pour assainir les circuits. Et dans tout cela, il faut aussi tenir compte de la nécessité pour nos pays, pour croître, ne pouvons pas croître seulement par l'investissement. Parce que l'investissement demande une épargne intérieure, mais demande également des flux publics. Et l'aide publique est en diminution. Donc nous avons décidé d'aller vers la consommation. Nous avons doublé le SMIC, qui est passé de 30 000 francs CFA à 60 000. Bon, ça ne fait pas plaisir aux petites et moyennes entreprises, ce que je comprends, parce que quand même le coût de la main-d'œuvre est beaucoup plus élevé. Elles sont aussi les structures qui faisaient beaucoup de bénéfices. Nous avons des prix aux producteurs pour le cacao sont passés, comme je le disais, de 40-50% du prix international à 60%. Et maintenant, nous avons des prix qui sont à 850 francs CFA le kilo, alors qu'il y a 3 ans, les paysans ne touchaient que 500 francs le kilo de cacao. Et je pourrais continuer. Sur beaucoup de choses, nous avons, au niveau de la fonction publique, les salaires avaient été bloqués pendant un quart de siècle. Pendant 25 ans en Côte d'Ivoire, on disait, ben, vous avez bien travaillé, votre indice passe de 130 à 140, mais c'est sans effet financier. Alors, pendant 25 ans, les fonctionnaires n'ont pas eu d'augmentation de salaire. Là, depuis l'année dernière, nous avons commencé à augmenter les salaires. Mais nous le faisons en tenant compte aussi de l'évolution globale des recettes, des flux financiers, etc. Donc l'austérité n'est pas quelque chose à rejeter, bien au contraire. Je pense que surtout en Afrique, peut-être dans les pays comme la France, bon, j'ai eu la chance pendant les 5 ans que j'ai passé comme directeur général adjoint, comme le directeur général était français, il ne pouvait pas présider les conseils d'administration sur la France. C'est moi qui les présidais. Mais le problème de la France, pendant tout le temps, y compris jusqu'à récemment, c'était toujours la même chose. Les réformes structurelles du marché du travail. La France n'a jamais voulu se réformer, je suis désolé de le dire. Maintenant, ça a commencé et je souhaite que ça puisse aller loin. Mais je suis sûr que si les mesures qui sont en cours actuellement en France continuent d'être appliquées avec rigueur, avec fermeté, quel que soit l'état de l'opinion, dans 2-3 ans, l'économie française sortira des difficultés. Il faut assumer ces mesures. Se référant à la politique de transformation des matières premières exportées depuis belle lurette, il a évoqué le cas du cacao ivoirien. Quand nous étions donc à la primature, nous avions fait des dispositions particulières pour aider les entreprises qui pouvaient donc faire le processing du cacao, la transformation en beurre de cacao, en pâte de cacao, bon, pour 5 ans. Mais quand je suis revenu, j'ai trouvé que ce que j'avais fait pour 5 ans avait été donné à ces entreprises pendant 20 ans. Donc je leur ai dit, dans la réforme en question, j'ai dit à ces entreprises, écoutez, ça suffit. C'est moi qui avais mis ce programme en place pour vous aider
à faire la transformation. C'était pour 5 ans pour leur permettre de pénétrer le marché international. Mais bon, par la force des choses, ça va continuer. Donc j'ai arrêté ce programme. Et maintenant, nous sommes très regardants sur les privilèges à donner aux entreprises qui peuvent donner de la valeur ajoutée. Et certaines entreprises ont commencé à le faire. Et maintenant, je crois que nous avons la transformation d'à peu près 30% du cacao, de 500 000 tonnes, sont quand même broyées en Côte d'Ivoire. Sur le 1 500 000, le 1 700 000 tonnes, il faut continuer dans cette voie. Et tous les transformateurs qui viendront maintenant, nous sommes prêts à reprendre des mesures particulières pour les aider. Parce que c'est cette valeur ajoutée qui permettra d'aller d'abord, au lieu d'exporter des fèves qui pèsent lourd, et puis les coques et tout ça, si on a quand même le beurre de cacao, la pâte de cacao, pourquoi pas? On a même l'ambition de faire du chocolat, ne serait-ce que pour le marché intérieur et le marché ouest africain. Il y a quand même 300 millions de ouest africains. Bon, même si l'Europe, sous prétexte de protection sanitaire, de protectionnisme, je dirais, ne veut pas accepter du cacao fabriqué en Côte d'Ivoire. Nous avons autant d'habitants en Afrique de l'Ouest qu'en Europe. Donc je dis à les gens... Comprendre le processus démocratique en Côte d'Ivoire entre l'appel de Daoukro et l'opposition qui se fragilise. L'ancien parti au pouvoir n'est pas encore totalement dans le jeu politique, mais ça c'est de son fait. Écoute, moi j'aimerais bien avoir quand même une opposition forte et crédible. C'est ce qui amène le check and balances. Et ça permettrait donc d'avoir une opposition qui critique sur des bases saines, etc. Je dirais comme au Cap-Vert, comme dans certains pays qui sont reconnus pour leur système démocratique. Mais je pense que ça viendra. Ça viendra peut-être, c'est le fait d'avoir eu le pouvoir par hasard, de l'avoir perdu. Bon, je crois qu'il y a un tourbillon, mais je pense qu'ils vont se ressaisir et qu'il viendra. Dans l'appel de Daoukro dont vous parlez, c'est un peu la réalisation par un certain nombre de leaders, dont le président de dire moi-même, que c'est l'union qui fait la force. Moi, j'étais le numéro 2 du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, et en temps, au fil des crises, ceux qui me soutenaient, le ministre d'État Amadou Koulibaly et ses amis, ont créé un parti qui s'appelle le Rassemblement. Ça s'appelle comment? L'Assemblée des Républicains. Bon, donc, ensuite, quand le général Gueye est arrivé, après le coup d'État, qui était au PDCI avec un certain nombre de gens, et eux aussi ils ont quitté le PDCI pour former un parti qui s'appelle l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez, le PDCI s'est scindé en 3 parties. Et là, nous avons réalisé qu'ensemble, en fait, nous formions une majorité écrasante. Et c'est ce que nous avons fait à Paris, avec ces 3 grands partis, et d'autres partis se sont associés à nous, le parti du président Bédier, de mon parti et le parti du général Gueye. Nous sommes mis ensemble pour nous dire que nous allons tous aux élections au premier tour, et celui qui viendrait en tête sera soutenu par les autres. Et comme je suis arrivé deuxième, après donc le Front populaire ivoirien, les autres m'ont soutenu, et c'est comme ça que j'ai pu être élu. Et en le faisant, j'avais promis également que le poste de Premier ministre reviendrait au PDCI. Et c'est ce que j'ai fait. Et en plus de cela, que le PDCI aurait un certain nombre de portefeuilles dans le gouvernement. Donc, voilà, le ministre d'État, le ministre des Affaires étrangères, le PDCI, il y a d'autres PDCI. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire ici est PDCI, l'ambassadeur à Bruxelles est PDCI, l'ambassadeur à New York est PDCI, l'ambassadeur à l'UNESCO est PDCI. Donc c'est dire que c'est cette alliance. Donc je crois que le PDCI a vu ma bonne foi et ma volonté de rassembler. Et en raison de cela, le président Bédier a estimé que pour la stabilité du pays et pour la paix, que ce n'était pas la peine
que le PDCI présente un candidat aux élections de 2015 et que son parti ne soutiendrait. Voilà, donc pour les élections de 2015, je serai soutenu par le PDCI, par l'UDPCI, le RDR n'a pas encore donné son soutien. Je pense qu'à la il n'y a pas de problème. Donc, serait bien que quand même le FPI se renforce et qu'en 2020, il y ait des candidats qui puissent compétir. Moi, je serai un sage avec Didier, nous allons les voir compétir ensemble. Nous allons respecter la limitation des mandats Côte d'Ivoire. Nous respecterons la limitation des mandats en Côte d'Ivoire et c'est sur cette note d'espoir que l'honorable Dassanson, président du Rassemblement des jeunes républicains, lance cet appel. Oui, naturellement pour les jeunes, moi je demanderai à toute la jeunesse ivoirienne et africaine en particulier de penser à l'avenir, d'anticiper. Je demanderai à la jeunesse ivoirienne de se tenir prête pour les défis du futur, parce que les défis du futur, c'est nous les jeunes qui allons mener ces défis.